Kofi Annan est mort ce samedi à 80 ans. L'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix a dédié 40 ans de vie professionnelle aux Nations Unies. Antonio Guterres, actuel secrétaire général, a salué sa mémoire. Le président malgache a annoncé ce vendredi qu'il allait briguer un deuxième mandat à la présidentielle de novembre. C'est à coups de feux d'artifice et de pétards que ses supporters ont salué la nouvelle. Le 38e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC s'est ouvert ce vendredi en Namibie. Le président Joseph Kabila de la RD Congo s'est prononcé devant ses pairs. Ses propos à suivre dans ce journal. À toutes et à tous, bienvenue et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Sika. Décès ce jour de l'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix, Kofi Annan, à 80 ans après avoir accédé au rang de vedette de la diplomatie mondiale durant ses 10 années à la tête des Nations Unies. Antonio Guterres, actuel secrétaire général, a tenu à saluer sa mémoire. C'est avec une immense tristesse que la famille Annan et la fondation Kofi Annan annoncent que Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et lauréat du prix Nobel de la paix, est décédé paisiblement samedi 18 août après une courte maladie, a annoncé sa fondation dans un communiqué à Genève. L'actuel secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué en son prédécesseur une force qui guidait vers le bien. Diplomate de carrière, Kofi Annan a contribué à rendre l'ONU plus présente sur la scène internationale pendant ses 2 mandats de 1997 à 2007. Premier secrétaire général issu de l'Afrique subsaharienne, le Ghanéen a dirigé l'organisation pendant la période troublée de la guerre en Irak avant de voir son bilan terni par des accusations de corruption dans l'affaire pétrole contre nourriture. À son départ, il était cependant un des dirigeants de l'ONU les plus populaires. Conjointement avec l'organisation, il a reçu en 2001 le prix Nobel de la paix pour ses efforts en faveur d'un monde mieux organisé et plus pacifique. À part quelques années passées comme directeur du tourisme du Ghana, Kofi Annan a consacré 40 ans de sa vie professionnelle aux Nations Unies. Il a été le premier secrétaire général à être issu de l'organisation. Né en avril 1938 à Kumasi, au Ghana, fils d'un cadre d'une filiale du groupe anglo-hollandais Unilever, Kofi Annan a étudié à l'université de Kumasi, puis, grâce à une bourse, dans une université américaine, avant d'entrer à l'Institut des hautes études internationales de Genève. Il a créé une fondation consacrée au développement durable et à la paix et fait partie du groupe des Elders, terme anglais signifiant les anciens ou les sages, créé par Nelson Mandela pour promouvoir la paix et les droits de l'homme. Devant ces militants venus remplir la salle, le candidat Soumaïla Cissé a annoncé son rejet des résultats provisoires de la présidentielle du 12 août au Mali. L'homme a appelé ses partisans à la résistance jusqu'à la victoire. Suivez cet élément de notre correspondante depuis Bamako. 48 heures après la proclamation des résultats provisoires par le ministère de l'administration territoriale, le candidat Soumaïla Cissé rejette en bloc ces résultats qu'il qualifie de fantaisistes et antidémocratiques. Mes chers compatriotes, je réaffirme encore ici, devant notre peuple et à la face du monde, que si on exclut les résultats issus des bourrages d'urnes avérés dans de nombreux bureaux de vote, des zones de l'Office du Niger et de la CMDT, ainsi que les résultats tout simplement fantaisistes dans de très nombreuses localités du nord du pays, je sors vainqueur de l'élection présidentielle. Selon Soumaïla Cissé, il est élu avec 51% des voix contre 48% pour son rival Ibrahim Boubacar Keïta sur la base des procès-verbaux des différents bureaux de vote. Il appelle par conséquent la communauté internationale et les chefs d'État africains à intervenir afin que les vrais chiffres soient disponibles. Nous ne pouvons en aucune façon passer sous silence l'utilisation abusive des moyens de l'État et des médias publics pendant la campagne, ni l'achat massif des votes le jour du scrutin, ni le bourrage systématique des urnes, sans parler des régions où il n'y a eu aucun vote, attribuant frauduleusement ainsi à notre adversaire des centaines de milliers de voix fictives. Vous comprenez donc aisément que les résultats proclamés par le ministère de l'administration territoriale
ne reflète en rien la réalité des urnes. Je maintiens, et je peux le prouver, que j'ai remporté cette élection avec 51,75%. Ses partisans prévoient une marche contre la fraude ce samedi à Bamako. Il faut signaler que des milliers de sympathisants du candidat de l'opposition étaient donc dans les rues de Bamako ce jour même. Cette édition se poursuit. Fin de suspense à Madagascar. Le président malgache a annoncé vendredi qu'il allait briguer un deuxième mandat à la présidentielle de novembre. C'est à coup de feux d'artifice et de pétards que ses supporters ont salué la nouvelle. Le dossier de candidature du président malgache a été déposé à la Haute Cour constitutionnelle, portant à 14 le nombre de candidats officiellement déclarés. Mais avant, il a entretenu le doute sur sa candidature pendant plusieurs semaines. Parmi les précédents, on note André Rajoelina, mais aussi deux anciens premiers ministres, Jean-Omer Beriziki et Jean Ravalomanana. Marc Ravalomanana devrait le faire dans les prochains jours, la date limite étant le 21 août. Le président Heri devrait quant à lui démissionner en septembre pendant la campagne électorale et confier l'intérim de la direction du pays à la deuxième personnalité de l'État malgache, l'actuel président du Sénat, Rico Rakotovao, issu de son parti. Le président sortant justifie sa candidature par le fait qu'il veut protéger les acquis des actions déjà accomplies. Il se dit persuadé de faire plus que ce qu'il a déjà accompli pour le peuple. Les dates de la présidentielle qui ont été annoncées fin juin pour le 7 novembre, le premier tour, et le 19 décembre, le second tour, ne sont pas toutefois conformes à une récente décision de la Haute Cour destinée à sortir le pays de l'impasse politique. La plus haute instance juridique de Madagascar avait décidé d'accélérer le calendrier électoral et exiger que l'élection présidentielle soit organisée d'ici la fin de la saison sèche, c'est-à-dire d'ici septembre-octobre et non plus à la fin 2018. Je l'annonçais en titre, le 38e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, s'est ouvert ce vendredi à Windhoek, en Namibie. Le président Joseph Kabila Kabange de la RD Congo a pris la parole devant ses pairs, sa première sortie depuis l'annonce de son retrait, l'essentiel de ses propos à travers ce reportage. Joseph Kabila était présent à Windhoek, la capitale namibienne, pour l'ouverture du sommet des chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ce vendredi. Le président de la République démocratique du Congo s'est d'ailleurs exprimé pour la première fois depuis l'officialisation du nom de son dauphin en vue de la présidentielle de fin de l'année dans son pays. Cette intervention, qui n'était pas prévue dans le programme donné à la presse, était à la demande des pairs du président congolais. Et pour tous les troubles, tous les sacrifices, y compris le sang des fils et des filles des pays de la SADC qui ont été versés sur le sol congolais. Pour tous ces sacrifices, nous, en tant que nation, sommes et serons toujours reconnaissants. Nous continuerons d'être inébranlables et très vigilants sur cette question particulière alors que nous nous préparons aux prochaines élections à la fin de l'année. N'oubliez pas et n'oubliez jamais le passé. Et en ce qui concerne notre région, ne négociez pas sur les principes de la SADC et enfin, restez concentrés sur la mission. Joseph Kabila n'avait jamais dit lui-même qu'il quittait le pouvoir. C'est par la voix de son ministre de la Communication que le nom de son dauphin avait été annoncé à la presse, Emmanuel Ramazani Shadari. Ce dernier fait d'ailleurs partie de la délégation congolaise de ce sommet, bien qu'il n'ait plus de fonctions officielles. Ce 38e sommet a entre autres permis un passage de relais entre l'Afrique du Sud de Cyril Ramaphosa et la Namibie de Hage Geingob, qui prend la présidence tournante de l'organisation.
En Tunisie, l'arrestation mouvementée d'un groupe de migrants a fait un mort. C'est ce qu'a annoncé vendredi un responsable des services de sécurité tunisiens. L'incident est survenu alors que le groupe de migrants tentait de partir clandestinement de la Tunisie vers l'Italie. L'intervention de la police tunisienne a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi au large de Louata, au nord de la Tunisie. Elle visait à intercepter une embarcation qui avait pris la mer vers 2h30 locales, près de Sfax, à l'est du pays. À son bord se trouvaient des migrants qui tentaient de partir clandestinement de la Tunisie vers l'Italie. Selon le porte-parole de la garde nationale, Ousseim Djebabli, des passants du bateau ont tiré des cocktails Molotov contre les forces de l'ordre avant de mettre le feu à l'embarcation et de tenter de s'enfuir à la nage. Au terme de l'altercation, un passager a été retrouvé mort et des opérations de ratissage ont été lancées à la recherche d'autres corps. Par ailleurs, 4 Tunisiens, 8 Ivoiriens et 2 Congolais ont été arrêtés, dont l'un hospitalisé pour des brûlures. Au dire du porte-parole de la garde nationale tunisienne, un nombre croissant de Tunisiens en quête d'emploi et de perspectives d'avenir tentent de se rendre illégalement en Italie via la Méditerranée. Au premier semestre 2018, 2659 candidats à la traversée clandestine ont été arrêtés dans le pays, contre 564 à la même période en 2017, avec à la clé plusieurs naufrages meurtriers, dont le dernier a fait 87 morts le 3 juin 2018. À Maïdougouri, au Nigeria, les Nations Unies marquent la journée humanitaire mondiale pour exprimer leur solidarité avec les personnes touchées par les crises humanitaires et rendre hommage aux travailleurs humanitaires. Maïdougouri, faut-il le rappeler, est une ville régulièrement frappée par la secte Boko Haram. On écoute Edward Callon, coordonnateur humanitaire de l'ONU, pour plus de précisions. Nous n'avons pas de ressources en raison des élections. Ce n'est pas correct et je veux rassurer la presse et le public qui est ici avec nous aujourd'hui que nous n'avons pas cette politique en place, que nous n'avons pas mis en place aucune mesure pour commencer à retirer l'aide en raison des élections à venir. En ce moment même, nous venons d'échanger une lettre d'entente sur la façon dont nous pouvons travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour appuyer un retour volontaire digne et bien informé. Le Nigeria est signataire de la Convention Kampala et nous continuerons à travailler avec le gouvernement du Nigeria et les États touchés par cette crise pour nous assurer que nous fournissons une assistance adéquate aux personnes qui ont été prises dans ce conflit insensé. Pour finir, au moins 324 morts découlent des inondations en Inde. Des secours ont afflué en renfort vendredi dans l'État indien du Kerala où les inondations continuent de faire des ravages. Le chef du gouvernement local a mis en garde contre de nouvelles pluies torrentielles. L'État du sud de l'Inde fait face aux pires inondations depuis un siècle, avec 324 vies perdues au moins en 10 jours. Des milliers de personnes ont déjà été secourues, mais 6000 sont encore piégées. Face à cette crise extrêmement grave, des opérations sont en cours pour secourir les personnes prises au piège par les inondations. 223 139 sans-abri ont trouvé refuge dans les 1500 camps installés pour les accueillir. Vendredi, le bureau du chef du gouvernement local a de nouveau mis en garde les 33 millions d'habitants de l'État. Les pluies torrentielles pourraient affecter ces 13 districts. Plus de 10 km de routes ont été endommagés ou détruits, a en outre annoncé le gouvernement local, qui a ordonné d'ouvrir les vannes dans 34 barrages et réservoirs où l'eau a atteint un niveau jugé dangereux. Très prisé des touristes, le Kerala, situé dans le sud-ouest de l'Inde, subit chaque année des pluies abondantes au moment de la mousson entre juin et septembre. Le Kerala, réputé pour ses plages bordées de palmiers et ses plantations de théiers, a été visité par plus d'1 million de touristes l'année dernière, selon des statistiques officielles. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.